Moi, je m'appelle Jonas Durand. Je suis ingénieur sur le projet CITIC et donc je travaille au laboratoire Tous Chercheurs de Nancy, qui fait partie de l'unité mixte de recherche IAM au Centre INRAE Grand Est de Nancy-Champenoux. Et ce soir, donc, je vais vous parler du projet qu'on vient tout juste de lancer, qui s'appelle TIC au jardin, et dont le but, c'est d'évaluer le risque lié au TIC dans les jardins en Grand Est. Alors, ma présentation s'axera en trois parties. Dans la première partie, je vais vous parler un petit peu du programme de recherche participative CITIC et de certains résultats qu'on a obtenus. Dans la deuxième, je poserai la question et j'essaierai d'amener du moins les premières réponses sur pourquoi est-ce qu'il y aurait des tiques dans les jardins. Et pour finir, je vous présenterai plus en détail le projet TIC au jardin. Donc, on va commencer avec CITIC. Mais pour vous présenter CITIC, il faut d'abord parler un peu du contexte des maladies vectorielles à tiques en France. Et en fait, ce contexte, c'est que en France, comme dans beaucoup de pays de l'hémisphère nord, ces dernières années, il y a la question qui s'est posée dans le débat public sur une augmentation des populations de tiques et des maladies à tiques, qui a notamment été observée, par exemple, sur la maladie de Lyme, grâce aux données du réseau Sentinelle qui ont montré effectivement que sur les 10 dernières années, il y avait eu une augmentation du nombre de cas diagnostiqués par an en France. On est en 2019 à plus de 53 000 nouveaux cas par an. Et en fait, toutes ces questions sur la maladie vectorielle à tiques, ça fait aussi qu'il y a beaucoup maintenant d'associations qui existent, par exemple de patients atteints par la maladie de Lyme, qui informent sur ce problème et qui essaient de lutter pour une meilleure reconnaissance. Et en même temps, il y a, et ça depuis des années, il y a des chercheurs qui s'intéressent à la question d'éthique et des maladies vectorielles à tiques. Donc on voit en fait qu'on est vraiment arrivé à un problème de société qui concerne tous les différents acteurs de la société et, euh, et qui ont tous des questions sans réponse. Donc du côté scientifique, on ne sait pas où et quand l'éthique pique, qui est-ce qu'elle pique en priorité, quels sont les pathogènes qui sont présents dans telle région. Au niveau de la société, il y a la question de comment se protéger efficacement, que faire en cas de piqûre, quels sont les risques, par exemple, à côté de chez moi ou quand je pars en vacances. Et donc, on voit qu'il y a véritablement plein de questions de tous les côtés. Et à CITIC, en fait, on pense que pour un problème de société comme celui-là, ça demande aussi en fait d'intégrer le citoyen dans la recherche sur les questions pour répondre à ce problème. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire à CITIC, puisque CITIC, c'est un programme de recherche participative. Recherche participative, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche avec le citoyen. Le but qu'on s'est affiché, c'est de comprendre l'écologie d'éthique qui pique et des maladies qu'elles transmettent, afin notamment d'améliorer la prévention et de faire en sorte que moins de gens se fassent piquer et que donc moins de gens tombent malades. Et pour ce faire, on travaille en fait vraiment chercheurs et citoyens main dans la main. Donc que ce soit pour collecter des données et d'éthique pour acquérir des connaissances nouvelles sur le risque, sensibiliser et former les citoyens et professionnels aux risques et bonnes pratiques, mais aussi sensibiliser à la démarche scientifique et permettre à tout citoyen de participer de manière active à la recherche, tout en développant des outils innovants pour prévenir les risques. Et ça, du côté du citoyen, ça peut se faire à différents niveaux d'implication dans le programme. Donc, on en a défini 4 avec un niveau 0. Donc, le niveau 0, mais qui est tout aussi important que les autres, c'est l'aide au rayonnement du programme et se protéger des piqûres de tiques avec les bons gestes de prévention. Donc, ça peut se faire en parlant du programme autour de soi et en faisant passer les bons messages de prévention. Donc, pour ça, on est déjà, on agit déjà avec plus de 60 partenaires différents, que ce soit des partenaires associatifs, professionnels ou des collectivités territoriales. Le niveau 1, ensuite, c'est le côté signalement de piqûre. Alors, quand vous faites piquer vous ou votre animal de compagnie, vous pouvez signaler la piqûre sur le site internet citic.fr, sur l'application gratuite sur smartphone Signalement Tic ou via des formulaires papier.
Et ça, en fait, depuis le lancement du programme en 2017, ça nous a permis de recueillir plus de 53 000 signalements de piqûres chez l'homme et chez l'animal. Ensuite, après avoir signé la piqûre, vous pouvez aussi décider de nous envoyer les tiques piqueuses, et d'ailleurs, on vous le recommande fortement. Et ces tiques piqueuses seront envoyées donc ici au laboratoire Tous Chercheurs à Champenoux et sont stockées dans la première ticothèque de tiques piqueuses de France, où pour l'instant on a plus de 50 000 tiques piqueuses stockées là. On parle de ticothèque parce que c'est la notion de bibliothèque que cette tique, toute cette réserve d'échantillons en fait qui peut être très importante pour la recherche va pouvoir servir à répondre à différentes questions de recherche par des chercheurs ou par des citoyens qui viennent faire de la recherche au laboratoire. Et on veut les garder pour que ce soit utile pour le futur. Par exemple, si on veut revenir dans 10 ans aussi pour voir est-ce qu'il y avait eu un effet du réchauffement climatique ou ce type de choses. Donc c'est vraiment important d'avoir ce stock et en accès libre aux chercheurs qui veulent travailler avec nous sur le sujet. Le niveau 3, c'est l'analyse d'éthique lors de stages de recherche tous chercheurs. Alors, effectivement, c'est une particularité qu'on a ici à Champenoux, c'est qu'on a un laboratoire ouvert au grand public, laboratoire tous chercheurs, qui nous permet d'accueillir des citoyens, donc des fois des publics scolaires, des fois des citoyens du grand public, afin de réaliser des stages de 2 à 3 jours sur une thématique, en suivant en fait la démarche scientifique, en co-construisant des questions de recherche ensemble, jusqu'à arriver à la production de résultats au niveau scientifique, de qualité scientifique et de qualité recherche, qui permettent de répondre à ces questions qu'on aura réfléchi ensemble. Et pour l'instant, donc, on a lancé ces stages en début 2019 et on a déjà réalisé 19 stages, accueilli plus de 197 élèves chercheurs et 77 citoyens chercheurs pour analyser plus de 500 tiques différentes. Enfin, le dernier niveau, c'est le niveau 4, c'est ce qu'on appelle la co-construction d'un discours de prévention. Parce qu'en fait, on se rend bien compte, et je pense que vous aussi, qu'on ne va pas s'adresser de la même manière et le risque n'est pas le même pour tous les types de publics. Par exemple, un forestier qui va aller tous les jours en forêt, il n'a pas les mêmes risques forcément que quelqu'un qui va juste se balader les week-ends ou que quelqu'un qui est chef scout et qui lui a en charge un groupe d'enfants pendant l'été pour aller camper. Et donc pour ça, en fait, on a déjà mis au point avec l'ARS Grand Est des journées de prévention, des journées de formation à destination des professionnels de l'environnement. On en a accueilli plus de 100 pour justement co-construire ensemble des discours de prévention qui soient adaptés aux particularités de chaque public. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et est-ce que ça marche? Comme vous pouvez le voir ici sur cette carte qui représente les signalements de piqûres chez l'être humain en 2020, donc on en avait reçu 18 306 rien qu'en une année. Et vous pouvez voir que sur cette carte, en fait, j'ai représenté le nombre de signalements de piqûres pour 100 000 habitants par département. Plus c'est foncé, plus il y avait de nombre de signalements de piqûres pour 100 000 habitants, plus c'est clair, moins il y en avait. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a reçu des signalements de piqûres de toute la France. Donc, sur tout le territoire français, finalement, des gens se sont fait piquer et ont signalé leur piqûre à CITIC. Après, comme vous pouvez le voir ici, il y a des zones qui sont plus foncées que d'autres. Et pour autant, donc si je vous présente ça comme ça et pas directement avec juste les chiffres bruts du nombre de signalements, c'était afin de corriger pour le nombre, pour la population. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette carte, c'est pas parce que c'est plus foncé, par exemple au niveau des Pyrénées ici, que le risque de piqûre est plus important. Il faut bien avoir en tête que c'est les signalements de piqûre, c'est-à-dire le fait que des gens se sont fait piquer, bien entendu, mais qu'en plus, ils avaient connaissance du programme et qu'ils ont pensé à signaler la piqûre. Donc, on peut imaginer que dans les endroits où il y a beaucoup de gens, une grande population, par exemple, on a plus de signalements. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai représenté la carte en corrigeant cet aspect-là. Mais on peut imaginer aussi que, par exemple, en Meurthe-et-Moselle, où on est situé, on parle un peu plus du programme et que ça peut expliquer en partie pourquoi il y a plus de signalements. Pour autant, cette carte est quand même intéressante parce qu'elle montre des disparités territoriales et elle montre surtout que le risque de piqûre peut se situer partout en France. En effet, avec CITIC, on reçoit de nombreux témoignages de participants, que ce soit par téléphone, par mail
ou via l'application, en fait, parce que vous avez une petite case où vous pourrez ajouter des informations à nous communiquer. Et ce qu'on voit grâce à ces témoignages de participants, c'est que notamment, il y a beaucoup de gens qui nous signalent se faire piquer dans leur jardin, mais pas toujours comme on le penserait. Par exemple, là, cette personne qui indique bien qu'elle n'était pas allongée, qu'elle se baladait juste dans le jardin et que pour autant qu'elle a été tondue. Ou une autre qui nous dit que l'herbe était tondue de façon vraiment régulière et courte, et malgré tout, il continue à se faire piquer dans le jardin. Donc on voit bien qu'il y a un risque qui est présent. Et d'ailleurs, pas que dans le jardin. C'est pour ça qu'en fait, là, je vais parler de risque de proximité, c'est-à-dire tout le risque de piqûre qui est lié à la proximité de son domicile dans des lieux familiers où on ne va pas forcément penser qu'il y aura des tiques. Donc, par exemple, d'autres témoignages qu'on a reçus ce sont des gens qui se font piquer par des tiques ramenées par leur animal de compagnie, après avoir dormi avec leur chat, comme c'est le cas ici, ou leur animal qui ramène une tique qui après se balade sur le canapé et qui pique une autre personne. Ou aussi, dans ce rythme de proximité, il y a aussi tous les gens qui nous déclarent avoir bien vérifié le soir qu'ils n'avaient pas de tic sur eux accrochés, et le lendemain, ils remettent le même pantalon que la veille, et en fait, il y avait une tique qui était restée sur leurs vêtements et qui les a piqués le lendemain, alors que c'était la veille qu'ils étaient sur un terrain plus à risque, par exemple en forêt. Donc on voit, il y a pas mal de témoignages et ça se traduit aussi en chiffres. En effet, on a pu voir avec Citic, et ça c'était un résultat qu'on voyait très tôt dès 2017, dès qu'on a reçu les premières déclarations de signalement, que une forte partie des gens, donc ici 29% des signalements de piqûres, euh, arrivaient finalement dans ce qu'on appelle des environnements familiers, et ce majoritairement dans des jardins. Donc comme vous pouvez le voir, ces 29%, ils se divisent en 25% dans les jardins privés, 3% dans les parcs urbains et 1% à l'intérieur du domicile. Alors ce 1%, il peut vous paraître assez faible, mais il faut savoir que on a proposé cette option pour signaler les piqûres que depuis mai 2020, donc c'est déjà arrivé à 1% avec seulement une année de déclaration de piqûres. Mais on voit que quand même majoritairement les gens se font piquer en jardin privé. Et au niveau de ce risque de proximité, en fait, il est très grand en France, mais en plus, il varie selon les régions. Donc, ce qu'on peut voir, est que par exemple, chez nous, en Grand Est, on a 25% des déclarations de piqûres qui proviennent d'environnements familiers. Mais si on va dans des régions, par exemple, moins boisées comme la Bretagne, où là, il y a seulement 39% des piqûres en forêt, on atteint 33% des déclarations de piqûres qui arrivent dans des environnements familiers. Et ça, d'ailleurs, c'était encore plus flagrant pendant le confinement strict de l'an dernier. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que oui, du premier confinement du printemps 2020, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous à plus d'1 kilomètre. Donc, ça a fait que beaucoup de gens sont restés chez eux. Pourtant, il faisait beau, donc ils ont profité du soleil dans leur jardin. Et ce qu'on a pu voir, si on compare cette même période avec la même période en 2019 et en 2018, c'est que si globalement il y a eu moins de signalements de piqûres, il y a eu une explosion des signalements de piqûres dans les jardins privés. Donc les gens ne pouvaient plus aller se faire piquer dehors, mais ils arrivaient quand même à se faire piquer chez eux. Et ça, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est très important de prendre en compte ce risque de proximité et ces environnements familiers, parce que généralement, on a tendance à se représenter le risque léotique dans la forêt. Donc c'est là qu'on va faire appel à plus de gestes de prévention, c'est-à-dire mettre des répulsifs, porter des vêtements couvrants, et surtout bien regarder une fois qu'on est rentré chez soi si on n'a pas une tique qui nous a piqué. Mais par contre, on va pas forcément le faire quand on va sortir dans le jardin, quand nos enfants vont jouer dans le jardin ou quand on va s'occuper du potager. Or, le problème, c'est que puisqu'on va pas faire attention, ben, il y a plus de risques de ne pas voir qu'une tique nous a piqué. Et le souci, c'est qu'on sait que si une tique infectée nous tique, plus elle se nourrit longtemps, plus il y a de risques qu'elle ait le temps de nous transmettre l'agent pathogène qui l'infecte. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre en compte aussi ce risque de proximité, de se rendre compte qu'on peut avoir un risque de se faire piquer, y compris dans des environnements familiers où on ne penserait pas qu'il y aurait des tiques. Les gens nous déclarent qu'ils se font piquer dans leur jardin, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, tout d'abord, il faut reparler un petit peu, il faut vous présenter un peu des questions de base de l'écologie des tiques. Donc, on va parler de la vie d'une tique. Alors, je me base sur l'exemple de la tique Ixodes ricinus, puisque c'est la tique la plus commune en France,
y compris donc dans le Grand Est. Et en fait, les seuls endroits où elle est très peu présente, c'est plutôt au niveau de la région méditerranéenne. Et que cette tique pique beaucoup l'être humain. On l'a trouvé que 96% des tiques qui piquent l'être humain appartiennent à cette espèce, parmi celles qu'on a analysées du moins en France. Et qu'en plus, c'est une espèce qui peut transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Donc, elle commence à l'état 2, qui vont donc éclore et donner des larves. Les larves vont se mettre en quête d'un animal sur lequel se nourrir, parce que les tiques sont strictement hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent que de sang. Ce type d'animal, ça peut être des micro-mammifères, des petits oiseaux, voire même des grands mammifères. Et en fait, elle va se nourrir pendant quelques jours, se laisser tomber une fois son repas sanguin fini, trouver un endroit à l'abri au niveau du sol, dans les infractuosités ou sous la litière, pour digérer, et puis pour se métamorphoser en nymphe. Donc les nymphes, c'est le stade intermédiaire de développement de la tique. Ces nymphes, donc, qui auront été en plus dispersées par les mouvements des autres, parce que vu qu'elles se nourrissent plusieurs jours, finalement, elles se dispersent grâce aux autres. Elles vont repartir en quête d'un hôte sur la végétation. Elles vont se nourrir sur le même type d'hôte que les larves, donc beaucoup de micro-mammifères et de petits oiseaux et aussi un peu de grands mammifères. Se nourrir un peu plus longtemps vu qu'elles sont un peu plus grandes et qu'elles ont besoin de plus de sang. Se laisser tomber là où était l'hôte. Se digérer, se métamorphoser en adulte. Donc là, cette fois-ci, on a des adultes mâles et femelles. Et cette fois-ci, les mâles et les femelles vont tous les deux se mettre en quête d'un hôte de type grand mammifère, donc plutôt des hôtes très larges et pas des petits hôtes comme avant. Et seule la femelle va piquer, tandis que le mâle va chercher une femelle pour copuler. Elle va se nourrir pendant encore plus longtemps, se laisser tomber, chercher un endroit à l'abri, digérer, puis pondre ses œufs. Donc, comme on peut le voir ici, elle va pondre des milliers d'œufs. Mais la bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est qu'au niveau de chaque stade, il y a environ 10% qui va survivre entre chaque stade. Ce cycle-là, au total, il va durer 2 à 4 ans. Parce qu'en fait, si les conditions ne sont pas bonnes, la tique va rentrer en ce qu'on appelle diapause et donc ne va plus chercher d'hôtes et ne va plus être active, par exemple en hiver. Et par contre, ce qu'il faut se rendre compte aussi finalement avec ce cycle, c'est qu'on s'imagine toujours les tiques comme des parasites donc sur les animaux, mais finalement, elles vont passer que 5% de leur vie sur un hôte et 95% de leur vie finalement sur la végétation ou au niveau du sol. Et donc, pour résumer, pour ajouter à ça, les tiques, de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour vivre? Elles ont besoin d'humidité, surtout pour Ixodes ricinus, pour survivre dans l'environnement. Elles ont un risque de sécheresse important et c'est ce qui fait qu'en fait, une tique va pas tout le temps être sur la végétation à attendre une proie. Elle va devoir redescendre de temps en temps si elle trouve pas d'hôte pour pouvoir récupérer de l'humidité au niveau de la litière sur le sol. Et c'est aussi pour ça qu'on va pas trouver de tiques dans les arbres à chasser des proies. Euh, et c'est ce qui fait aussi que, par exemple, les larves qui sont toutes petites vont aller moins haut pour chercher un hôte, les nymphes un peu plus haut, et on va trouver les adultes souvent beaucoup plus haut, aux environs au-dessus de 60 cm au-dessus du sol. Les tiques, elles ont aussi besoin, comme on a vu, d'un grand animal pour se reproduire. Donc c'est ce qui fait qu'on va souvent trouver beaucoup de tiques là où il y a des grands mammifères de type cervidés. Et elles ont quand même besoin de chaleur parce que pour pouvoir bouger, pour pouvoir rechercher des hôtes, mais bien sûr pas trop parce que s'il fait très sec, les tiques vont vouloir rester à l'abri pour éviter de se dessécher et de mourir. Mais les agents pathogènes dans tout ça, parce qu'après tout, si on s'inquiète des piqûres de tiques, c'est pas pour la tique elle-même, c'est pas douloureux puisqu'en plus elle nous injecte un anesthésiant tout en nous piquant, mais c'est pour les agents pathogènes qu'elle va pouvoir nous transmettre. Donc j'ai essayé de vous replacer dans le cycle de vie de la tique le cas de la bactérie Borrelia burgdorferi sensu lato, donc la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme.
Donc, on considère pour cette bactérie, mais ce n'est pas le cas forcément pour tous les agents pathogènes, qu'il n'y a pas de transmission de la mère aux œufs et que donc les larves qui sortent sont quasi toutes pas infectées par la bactérie Borrelia. Donc, pour s'infecter, elles vont devoir se nourrir sur un autre infecté. Ces hôtes infectés, ça va être les micro-mammifères ou les petits oiseaux, puisque les grands mammifères de type cervidés, eux, ne peuvent pas être infectés par la bactérie Borrelia. Donc, une fois qu'elles se nourrissent sur ces hôtes, elles vont donc devenir des larves gorgées qui sont porteuses de la bactérie et se transformer en nymphes infectées. Ces nymphes vont se nourrir sur le même type d'hôtes, vont les infecter s'ils ne l'étaient pas, et ainsi, c'est comme ça qu'on voit que la bactérie est maintenue dans la nature. Ces nymphes vont donc devenir des adultes porteuses ou non d'infection, et ces adultes donc, vont se nourrir normalement sur des hôtes qui ne sont pas viables pour la Borrelia. Et après, comme j'ai dit, il y a très peu ou c'est très rare qu'il y ait possibilité de transmission de la mère aux œufs. Nous, comme vous le voyez ici, on n'est pas représenté sur le cycle naturel parce qu'on est des hôtes accidentels, on dit, pour les tiques, mais aussi finalement pour les bactéries. Mais donc, on voit par contre que, donc, en se faisant piquer principalement par les nymphes ou par les adultes, on peut se faire infecter par la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Et enfin, dernier point de base sur l'écologie, c'est qu'en fait, ce que je viens de dire, j'ai bien précisé que c'était valable pour Ixodes ricinus parce que toutes les tiques ne sont pas pareilles. En effet, on trouve environ 41 espèces de tiques différentes en France. Alors, vous les rencontrerez jamais toutes, puisque par exemple, il y a des tiques qui sont spécialistes de certaines espèces de chauves-souris, donc on va les retrouver que dans certaines grottes. Mais par exemple, là, je vous ai montré ici l'exemple de deux espèces qui étaient présentes en Grand Est, donc Ixodes ricinus à gauche et Dermacentor reticulatus. Vous voyez ici à gauche, j'ai représenté les 4 stades de développement, enfin le stade larvaire, le stade des nymphes et au niveau des adultes, les mâles et les femelles pour Ixodes ricinus. Alors que pour Dermacentor reticulatus, j'ai représenté que les stades adultes. Pourquoi ? Parce que Dermacentor reticulatus, on va le retrouver sur nous ou sur les animaux de compagnie, du moins dehors, qu'au stade adulte, puisque les stades larvaires et nymphaux restent en fait dans les terriers des animaux sur lesquels ils se nourrissent et donc on ne les retrouve pas sur la végétation. Ensuite, une autre différence entre ces deux espèces qui peuvent tous les deux nous piquer, c'est par exemple au niveau de Borrelia. Au niveau de Borrelia, on a vu donc que les femelles et les nymphes peuvent être infectées et nous piquer d'Ixodes ricinus. Le mâle, lui, peut être porteur, mais il ne va pas nous piquer, donc il ne reprend pas de danger à ce niveau-là. Par contre, les dermacentores ne peuvent pas être porteuses de la bactérie Borrelia qui cause la maladie de Lyme. Même si ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être porteuse d'aucun agent pathogène. Donc, à partir de là, on peut maintenant revenir à notre question. Pourquoi y a-t-il des tiques dans les jardins ? Eh bien, pour ça, en fait, c'est étonnamment très peu étudié. Donc, à notre connaissance, il n'y a qu'une seule étude qui a été réalisée en Allemagne sur une vingtaine de jardins. Mais donc, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. La première question, donc, comme j'ai dit, c'est déjà essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir des tiques dans certains jardins. Pour ça, on peut donc pour ça, je vous ai représenté deux jardins un peu typiques. Donc, un jardin plutôt en milieu rural qui serait proche d'espaces naturels type espace boisé, et un autre jardin en espace plutôt résidentiel, donc proche d'autres maisons avec d'autres jardins dessus. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait des tiques dans certains jardins ? Eh bien, une première hypothèse, c'est que les tiques font tout ou une partie de leur cycle de vie dans le jardin. Donc pour ça, ça voudrait dire qu'elles arrivent déjà à survivre dans le jardin. Et donc pour qu'une tique survive, ça peut dépendre des caractéristiques du jardin, telles que la taille du jardin, le type de végétation, est-ce qu'il y a de la végétation qui lui permet de se mettre à l'abri une fois qu'elle s'est nourrie et de survivre ainsi quand elle se transforme au stade suivant ?
La fréquence de tonte aussi, est-ce qu'il y a des herbes hautes sous lesquelles elle peut s'abriter ou est-ce que les herbes sont très tondues? Et donc, on voit déjà que rien que pour cette hypothèse-là, il y a plusieurs caractéristiques du jardin qui peuvent jouer sur cet aspect. La deuxième hypothèse, c'est que les tiques, en fait, elles n'arrivent pas forcément à bien survivre dans les jardins, mais qu'elles sont régulièrement apportées depuis l'extérieur. Elles peuvent être apportées par des petits animaux qui sont déjà communément présents dans le jardin, de type micro-mammifères ou petits oiseaux. Aussi par des animaux un peu plus grands, ce qu'on appelle la mésofaune, donc par exemple par des renards ou des chevreuils qui pourraient arriver dans le jardin, voire même par nos animaux de compagnie ou par nous qui pourraient ramener des tiques à l'intérieur de notre jardin. Et ça aussi, on peut voir, il y a différentes caractéristiques du jardin qui peuvent jouer sur cette hypothèse. Par exemple, la proximité, le type de paysage qui est à proximité, est-ce que justement, c'est plutôt des espaces bétonnés, des espaces avec des maisons et donc qui sont pas trop normalement bons pour les tiques, ou est-ce que c'est des espaces naturels, des espaces boisés qui vont souvent contenir beaucoup d'hôtes pour beaucoup de tiques? On peut aussi se poser la question la connectivité. Est-ce que même dans les jardins en milieu résidentiel, est-ce que via par exemple des corridors verts, il y a quand même une connexion qui peut se faire envers des espaces naturels plus boisés où il y a beaucoup de tiques? Ou même au niveau d'un jardin, au niveau rural, par exemple, est-ce que la clôture laisse passer de grands animaux qui peuvent faire arriver beaucoup de tiques dans le jardin? Mais il y a aussi d'autres facteurs à l'intérieur du jardin. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus attractives pour les autres? Par exemple, du compost ou des arbres fruitiers qui vont faire venir beaucoup de petits rongeurs et beaucoup d'oiseaux qui peuvent faire venir des tiques. Ou bien sûr, aussi donc la présence d'animaux de compagnie qui pourraient ramener des tiques depuis l'extérieur. Ensuite, donc déjà maintenant qu'on s'est intéressé à pourquoi il pourrait y avoir des tiques dans certains jardins, on peut se poser la question, est-ce que dans les jardins où il y a des tiques, les tiques sont présentes partout? En effet, on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont présentes plutôt au niveau de la bordure, donc près des espaces naturels? Est-ce qu'elles vont être présentes sous les arbres fruitiers, là où il y a peut-être beaucoup de passages de petits animaux? Ou est-ce qu'elles sont présentes près de la maison, là, des endroits où l'herbe est pourtant très, très tondue, très régulièrement? Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais on peut déjà essayer de le voir en s'intéressant aux jardins qui ont des tiques, à voir le type de végétation qui est présent. Est-ce que la végétation est entretenue régulièrement ou moins souvent? Et donc tout ça, ça pourra nous donner des informations qui nous permettraient de répondre à cette question. Ensuite, la troisième question, c'est est-ce que les tiques représentent un risque pour la santé humaine? Bien sûr, c'est ça qui nous intéresse le plus parce que si ces tiques, finalement, c'est pas des tiques qui nous piquent ou c'est pas des tiques qui sont infectées, finalement, le risque est peut-être pas aussi important que celui qu'on peut avoir en forêt. Et donc pour ça, ce qui peut jouer, c'est l'espèce de la tique. Comme je vous l'ai dit, selon l'espèce de la tique, le risque va pas être le même. La densité de tiques, s'il y a beaucoup de tiques dans un jardin, on a plus de chances de rentrer en contact avec elles et donc plus de chances d'être piqué par elles. Et bien sûr, la présence d'agents pathogènes à l'intérieur de ces tiques, puisque s'il n'y a pas d'agents pathogènes présents, dans ce cas-là, leur piqûre ne présente pas le même risque. Et donc, vous voyez, finalement, en essayant de répondre à ces trois questions, ça va nous permettre, l'idée, en fait, c'est en y répondant, on va évaluer finalement le risque qui est lié aux tiques dans les jardins, à différents niveaux. Et donc, pour évaluer ce risque, ce qu'on a besoin, nous, en tant que chercheurs, c'est d'avoir accès à un grand nombre de jardins privés ou collectifs. Alors, on aimerait bien viser au moins 200 jardins. On a besoin, comme je vous l'ai montré précédemment, pour pouvoir vérifier ces hypothèses, de connaître les caractéristiques de ces jardins, à la fois les caractéristiques internes au jardin, donc surface, végétation, zone attractive, mais aussi les caractéristiques externes au jardin, donc que ce soit le paysage à proximité ou à distance, mais aussi la connectivité qu'il peut y avoir entre ces jardins et des milieux favorables aux tiques.
Bien sûr, on a besoin de lier toutes ces caractéristiques à la connaissance de est-ce qu'il y a des tiques dans ces jardins. Donc pour ça, je vais en parler après, mais on a besoin de rechercher s'il y a des tiques dans ces jardins. Et bien sûr, on a aussi besoin de savoir si, au niveau du risque, ben, est-ce que des gens se sont déjà fait piquer ou se font piquer dans ces jardins. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir évaluer ce risque et améliorer nos connaissances, et à terme, on espère aussi ben, pouvoir pointer finalement quelles sont les caractéristiques vraiment importantes pour déterminer la présence de tiques dans un jardin et donc pouvoir agir dessus et éliminer les tiques des jardins ou du moins réduire fortement leur population, ben, on a besoin de faire appel à vous, faire appel aux citoyens. Et donc, c'est de là que découle le projet TIC au jardin, dont le but est d'évaluer le risque lié aux tiques dans les jardins grâce en coopération avec les citoyens. Donc, qui peut participer Je sais que tous ceux qui regardent ce webinaire ce soir ne pourront pas participer, mais pour l'instant, on l'a prévu à une échelle locale, déjà dans un premier temps, pour être sûr de pouvoir faire marcher finalement le projet. Donc, pour l'instant, qui peut participer? Il faut vivre à moins de 30 km de la métropole du Grand Nancy. Il faut avoir un jardin d'au moins 100 mètres carrés. Et bien sûr, il faut avoir la motivation, il faut avoir envie de faire avancer la recherche et d'en savoir plus sur la présence de tiques dans les jardins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? La première étape, c'est d'aller sur le site citic.fr/tic au jardin et de s'inscrire à l'aide du formulaire en bas de page. Vous recevrez un mail automatique et vous serez contacté par notre collègue Sandrine Capizzi pour prendre rendez-vous dans un des 3 points relais qu'on a mis en place, donc à Champenoux, à Champignol ou à Malzéville, où vous pourrez aller retirer votre kit de prélèvement qui contient tout l'attirail du chasseur de tiques et qui vous donnera aussi l'identifiant de votre jardin pour participer à l'étude. La troisième étape, c'est de lire le protocole que vous pouvez trouver en version PDF sur le site et que vous trouverez en version imprimée dans vos kits de prélèvement et de regarder la vidéo tutoriel qui explique ce protocole. Et dans ce protocole, on vous montre notamment la méthode du drap pour rechercher des tiques, qui est une méthode en fait utilisée par tous les chercheurs quasiment qui travaillent sur des tiques et qui ont besoin de collecter des tiques dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, on va traîner un drap blanc derrière soi sur une distance de 10 mètres ou 10 pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire un transect. Et en fait, sur ce drap vont s'accrocher les tiques. Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez des tiques dans la nature, par exemple sur la végétation, vous verrez qu'elles ont souvent un peu, voilà, comme sur la vidéo en bas à gauche, elles mettent les premières paires de pattes en l'air. Ça, c'est parce que ça lui permet, d'une part, de détecter si un hôte arrive à proximité, mais aussi parce qu'au bout de ses pattes, comme vous pouvez le voir ici à droite, il y a des petits crochets qui vont lui permettre de s'accrocher à quasi n'importe quel type de peau et de tissu. Ensuite, une fois sur vous ou sur un tissu ou sur un animal, elle va chercher un endroit où piquer ou alors se laisser tomber si elle trouve rien d'intéressant. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut ramener des tiques sur nos vêtements, comme on l'a vu au début de ma présentation, et se faire piquer ensuite. Ensuite, la quatrième étape, c'est de remplir le questionnaire jardin en ligne avec son identifiant. Alors, ce questionnaire, c'est sur les caractéristiques de votre jardin et les piqûres passées qui auraient pu arriver dans le jardin. Comme vous avez vu, en fait, les caractéristiques, c'est très important pour essayer vraiment d'évaluer le risque dans les jardins. L'étape 5, c'est de faire un plan sommaire pour vous de votre jardin, en fait, pour déterminer où passer le drap. Parce que on vous demande en fait de passer le drap 12 fois, de faire 12 transects, donc 4 en périphérie du jardin, donc sur la bordure, et les autres à l'intérieur, donc dans des espaces qui, si possible, peuvent être assez différents, donc par exemple sous des arbres, sous des haies ou des buissons, ou carrément dans l'herbe. Ensuite, bien sûr, il faut faire la recherche de tiques, donc en utilisant la méthode du drap, comme je vous ai indiqué précédemment. Et en n'oubliant pas, bien sûr, de se protéger, parce qu'on n'est pas là pour que vous vous fassiez piquer. Donc, ne pas oublier de porter des vêtements couvrants, type t-shirt à manches longues rentrés dans le pantalon, et les pantalons dans les chaussettes. Même si c'est pas très stylé, ça vous protège quand même en partie des tiques.
Bien sûr, on s'examine bien pendant et après la collecte pour vérifier qu'on n'a pas de tiques sur soi. En plus, lors de cette collecte, on vous fournit dans le kit de prélèvement des fiches que vous pourrez garder qui vous permettront de bien identifier une tique et de la séparer d'une araignée ou d'un insecte, et aussi d'essayer, si vous le voulez, de déterminer quel était le stade de développement des tiques que vous avez trouvé. Ensuite, il faudra recopier les informations que vous avez obtenues lors de votre recherche sur le questionnaire en ligne. Donc ça prend pas beaucoup de temps, c'est environ 5-10 minutes. Et enfin, ce qu'on va vous demander, c'est de rapporter les kits de prélèvement et les tiques collectées au point relais où vous les avez prises, donc dans un délai pas trop long, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ces kits de prélèvement, donc il y a une partie qui va être reconditionnée pour servir ensuite à d'autres citoyens qui rechercheront des tiques dans leur jardin. Et donc, mais par contre, ça n'empêche pas qu'on n'oublie pas, tout en participant à l'étude, et même si vous participez pas à l'étude, de bien signaler toute piqûre de tique avec l'application gratuite Signalement Tic, et d'envoyer les tiques piqueuses au programme CITIC, au laboratoire Tous chercheurs du Centre INRAE Grand Est Nancy. Et ça, cette remarque, c'est encore plus important si vous participez à Tic au Jardin, puisque comme ça, ça, ça donnerait une information, ça sera une plus-value sur les informations que vous aurez déjà fournies en allant rechercher des tiques dans votre jardin. Et donc, tous les jardins nous intéressent, bien entendu. Les jardins où vous pensez déjà avoir des tiques, mais les jardins aussi où vous pensez qu'il n'y a pas de tiques, puisque justement, on veut faire la différence entre ces jardins. Donc ensuite, quel est le programme pour ce projet? Eh bien, en 2021-2022, on va proposer des stages de recherche, donc qui, comme tous les stages de recherche tous chercheurs, sont gratuits, ouverts aux citoyens, donc sur le thème des tiques dans les jardins au laboratoire. Bien sûr, ça dépendra des conditions sanitaires. Donc là, c'est vrai que cette année, on en a fait beaucoup moins que d'habitude, à cause de la situation sanitaire qui ne nous permet pas d'accueillir dans de bonnes conditions des groupes de personnes. Mais on espère vous en proposer dès cet été. À l'automne 2021, on vous fera un retour individuel sur les tiques collectées par jardin, donc pour les jardins qui auront trouvé des tiques, en vous disant donc, en vous confirmant s'il s'agissait bien de tiques, et aussi en vous informant sur quelles étaient les espèces et les stades de développement de ces tiques. Donc comme ça, vous pourrez en plus comparer ce que vous avez trouvé grâce aux petites fiches qu'on vous a données, et ce que nous on a trouvé en les regardant avec une loupe binoculaire. Et à la fin de l'année, on vous proposera un deuxième webinaire. Donc là, encore une fois, ça sera ouvert à tout le monde, y compris aux gens qui n'ont pas pu participer au projet parce que, par exemple, ils habitent pas dans les environs, ou alors ils n'ont pas de jardin du tout, par exemple, si vous habitez en ville, et pour vous présenter les premiers résultats globalisés du projet. Parce que à partir de cette étape-là, en fait, tous les résultats seront anonymisés, seront analysés de manière globale. Donc, ça concernera notamment l'impact de certains facteurs qu'on aura peut-être déjà vus, et au niveau des espèces, des stades de tiques qu'on a trouvés, dans quel type de jardin. L'an prochain, on compte lancer une deuxième campagne au printemps 2022. Donc là, on espère que si celle-là marche bien, pouvoir la lancer à une échelle peut-être un peu plus importante. À l'automne, on fera un troisième webinaire pour présenter les résultats globalisés de la deuxième campagne et de la première campagne ensemble en les comparant, ainsi que les résultats d'analyse du contenu infectieux des tiques collectées. Alors, comme j'ai dit précédemment, à ce niveau-là, en fait, les tiques auront été anonymisées, donc il n'y aura pas de retour individuel, ce sera un retour global sur quels pathogènes sont trouvés dans quel type de jardin. Et ensuite, à la fin de l'année 2022, le but, c'est de créer des groupes de travail pour co-construire avec les citoyens qui désirent y participer, bien entendu, ensemble, à partir des résultats et aussi de ce que vous nous direz de toute façon sur ces résultats, ce que vous en pensez vis-à-vis de votre savoir expérientiel, des stratégies de prévention des risques liotiques dans les jardins. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens à partir de ce qu'on aura pu trouver pour éviter d'avoir des tiques dans leur jardin, et éviter notamment surtout d'avoir des tiques porteuses d'agents infectieux. Et pour finir, je voudrais terminer la présentation par quelques remerciements.
Donc, remercier toutes les équipes qui sont impliquées dans le projet, donc que ce soit les équipes de CITIC au CPIE de Champenoux, les équipes de CITIC au laboratoire Tous Chercheurs, donc on est plusieurs à venir soit d'INRAE, soit de l'Université de Lorraine, et aussi les équipes du labo, enfin plusieurs équipes de deux laboratoires de l'ANSES, donc un à Malzéville qui coporte le projet Tico Jardin, et aussi l'équipe du laboratoire de l'ANSES à Maison-Alfort, qui eux seront chargés de l'analyse en contenu en agents pathogènes d'éthique. Enfin, je voudrais aussi remercier tous, tous les porteurs du projet, mais aussi tous nos partenaires et nos financeurs qui permettent à ce projet d'exister. Et enfin, je voudrais vous remercier pour votre attention. Donc maintenant, nous sommes ouverts à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci.